À la mort de Bruce Lee, le monde a perdu une légende. Mais ce qu'il a laissé derrière lui raconte une histoire plus sombre, cachée dans sa propriété. Des objets ont choqué même ses amis les plus proches. Des indices sur des secrets que personne n'attendait du dragon lui-même. Des notes confidentielles aux découvertes troublantes scellées pendant des décennies. Ce que les enquêteurs ont découvert dans l'ancienne maison de Bruce Lee a soulevé plus de questions que de réponses. Rejoignez-nous pour découvrir ce qui a été trouvé dans la succession de Bruce Lee et pourquoi c'est mauvais. Ouverture du coffre-fort. La lumière du matin traverse les volets de l'entrepôt de Seattle, éclairant le sol en béton où 3 archivistes et Linda Lee Cadwell attendent. 52 caisses en bois reposent sous des bâches, chacune estampillée propriété du Bruce Lee Family Trust. Jusqu'à présent, les querelles juridiques et le chagrin de la famille les avaient maintenus sous scellés. Les agents d'assurance ne s'attendaient à rien de dramatique. Des costumes, des contrats de studio, peut-être quelques photos signées. Pourtant, un silence s'est fait entendre lorsque la caisse numéro 1 a été soulevée. À l'intérieur se trouvaient 2 balles de vitesse brisées, les premiers cadeaux que Bruce s'était faits à lui-même après le Big Boss. Immédiatement, l'équipe a perçu une contradiction. Le monde entier a célébré Bruce Lee comme une force indestructible, mais ses outils racontaient une autre histoire, celle d'un usage excessif et incessant. Sous les sacs déchirés, ils ont trouvé des bandages de poignets tissés à la main et raidis par le sang séché. De minuscules notes sur du ruban adhésif indiquaient des dates et des prises de pouls, preuve d'une autosurveillance obsessionnelle. En quelques minutes, un thème est apparu. La perfection à tout prix. Cette découverte a donné le ton pour les jours à venir. Chaque caisse offrait un fragment d'un portrait plus large. Des bâtons d'escriment abîmés, étiquetés entraînement nocturne. Des débardeurs trempés de sueur, datés et signés non pas pour la vente, mais pour l'étude. Et des tableaux manuscrits indiquant les pourcentages de graisse corporelle jusqu'à la décimale. Les yeux de Linda rougissent à la lecture d'un texte datant d'avril 1973. Si le corps se brise, l'esprit doit continuer à fonctionner. À elle seule. Cette ligne recadre toutes les affiches en papier glacé qui étaient autrefois accrochées au mur des chambres à coucher de la planète. C'est alors que survient la première découverte vraiment troublante. Sous une pile de films quotidiens se trouvait une enveloppe brune étiquetée « médicale ». À l'intérieur se trouvaient des clichés radiographiques montrant des micro-fractures le long de la colonne vertébrale de Bruce. Souvenir de la blessure au dos de 1970 qui l'avait presque paralysé. Les médecins lui avaient conseillé de ralentir. Au lieu de cela, une autre note, rédigée de son écriture incomparable, déclarait « La douleur est une question. Ma réponse est le mouvement. » La colonne vertébrale a révélé ce que le sourire n'a jamais fait. Un homme qui court contre sa propre biologie. Ce que l'on a trouvé dans les archives de Bruce Lee est mauvais pour le mythe de la maîtrise sans effort. Les archivistes ont compris que la légende du dragon reposait sur une illusion, que la vitesse et la force étaient le fruit d'une pure philosophie. Les objets disent le contraire. Ils ont parlé de l'agonie de minuit, d'os tricotés de manière inégale, d'un homme qui brûlait plus fort précisément parce qu'il était en train de s'éteindre. Avant de partir, ils ont répertorié chaque relique avec un soin médico-légal, même les objets les plus banals, les bouteilles de vitamines à moitié vides, les cordes à sauter effilochées. Cassette VHS vierge étiquetée Form Study, Gained Weight, étudié, prendre du poids. Linda a glissé un journal de poche dans sa veste, refusant de partager ses pages pour l'instant. Chacun sentait qu'il avait franchi un point de non-retour lors de cette première soirée déconcertante à Seattle, en construisant le dernier nid du dragon. Pour comprendre l'importance des caisses, les archivistes ont remonté le temps jusqu'en 1972, date à laquelle Bruce Lee a acheté une modeste villa de 2 étages au 40 Eastern Cumberland Road à Kowloon Tong. Il surnomme la maison Crane's Nest, nid de grue, en raison de l'oiseau sculpté au-dessus de la porte d'entrée. Un clin d'œil discret à sa position préférée du Wing Chun. Hong Kong est en plein essor, mais le quartier conserve l'élégance coloniale britannique. Avenue bordée de banians, murets de jardin,
quelques Rolls-Royce au ralenti au feu de signalisation. Selon les critères des stars, ce n'était pas glamour. Pour Bruce, c'était parfait. Les registres immobiliers montrent qu'il a payé environ 1 million de dollars de Hong Kong, une fortune à l'époque, en utilisant les avances de la Voie du Dragon. Ses amis se souviennent qu'il a insisté pour installer un parquet en érable dans le salon afin que les coups de pied résonnent comme des coups de feu. Il a dessiné un mannequin de bois dans un coin et transformé le garage en studio de cinéma miniature, avec un projecteur 6 mm et d'interminables bobines de films de combat qu'il analysait image par image. Linda a peint les chambres des enfants en bleu pastel. Bruce a recouvert les murs de la salle d'entraînement d'un blanc uni pour que les ombres des danses soient faciles à étudier. Pourtant, l'argent était toujours plus serré que ne le supposaient les tabloïds. Les contrats avec Golden Harvest sont lucratifs sur le papier mais lents à se concrétiser. Une grande partie des revenus de Bruce alimente les frais de scolarité des étudiants privés, le loyer de son aile, et les expérimentations qui devinrent le Jeet Kune Do. Les registres comptables retrouvés dans la succession ont révélé que certains mois, le solde bancaire du ménage était inférieur à 2000 US dollars, ce qui l'obligeait à mettre en gage les montres qu'il avait gagnées lors de tournois. Pas de garde du corps, pas de voiture de sport, pas de chef engagé, juste un homme qui se démène pour maintenir son rêve à flot. Au Crane's Nest, les voisins entendaient souvent des bruits sourds et rythmés au lever du soleil, les acolytes faisant claquer le lourd sac suspendu à une poutre du plafond. Bruce s'est renforcé lui-même. Les journalistes qui l'ont visité n'ont vu que l'entrée en marbre et l'étang de carpe koi. Ils n'ont pas vu le grenier où il entreposait des piles de livres de philosophie, Krishnamurti, Lao Tzu, Jiddu, ni l'arrière-boutique insonorisée où il enregistrait des exercices de respiration bien avant que les boxeurs ne parlent d'entraînement diaphragmatique. Pendant les 16 mois qu'il y a vécu, la villa a servi de plateau de tournage et de laboratoire. Chuck Norris s'entraînait sur les dalles du patio. Les cascadeurs faisaient la sieste sur des tatamis entre les prises. Les nuits où les tempêtes tropicales faisaient trembler les écrans de bambou, Bruce écrivait des lettres à Brandon et Shannon dans lesquelles il décrivait ses rêves d'une fraternité mondiale d'artistes martiaux échangeant sans préjugés. Ces lettres, jaunies et tachées de sueur, ont fait surface parmi les caisses de Seattle. Un autre lien reliant la Villa Spartiate à l'espace de stockage débordant à des milliers de kilomètres de là. L'ironie est brutale. Quelques semaines après avoir acheté son havre de paix, il était parti. Crane's Nest affirmait ses portes. L'étang à Koi s'est immobilisé et les dirigeants du studio se sont empressés de rééditer Enter the Dragon sans la tournée promotionnelle de sa star. La maison qui aurait dû être le foyer de toute une vie est devenue une capsule silencieuse, attendant pendant des décennies que quelqu'un lui demande quels secrets elle recèle encore. 5 décennies plus tard, les archivistes savaient qu'il déballait plus que des objets. Il fouillait le nid de grue lui-même, ses espoirs, ce sourd, son silence abrupt après 1973. Des pages qu'aucun fan n'était censé lire. Le journal que Linda a ramené chez elle ce soir-là mesurait à peine 10 cm de large. Mais il a fallu 2 jours au conservateur pour le numériser. Ces pages fragiles en papier de riz étaient couvertes. Recto et verso. De l'écriture compacte de Bruce, tantôt calligraphie élégante, tantôt gribouillis frénétique faisant la course à l'horloge. Les chercheurs s'attendaient à des réflexions philosophiques. Au lieu de cela, ils ont trouvé un journal intime sur la douleur, les médicaments et le doute. Une entrée après l'autre décrit des migraines qui fleurissent derrière les yeux, des chocs électriques dans la colonne vertébrale, des nuits où son pouls dépasse 140 alors qu'il est parfaitement immobile. Il évalue la douleur dans le bas de son dos sur une échelle de 10 points, puis se prescrit des séances d'entraînement punitives. Dans l'une des marges, un petit croquis représentant sa propre pierre tombale fendue par un poing est légendé. Victoire sur soi-même. Cette bravade semble bien creuse lorsqu'on la place à côté d'une IRM de hernie discale datant de 4 mois à peine avant son effondrement.
Les historiens ont longtemps débattu de la question de savoir si le gonflement cérébral fatal était dû à une allergie aux analgésiques. Le journal complique ce récit. Plusieurs pages énumèrent des combinaisons de corticostéroïdes, de relaxants musculaires et de pilules expérimentales pour les nerfs, acquisées au cours d'une tournée de conférences à Los Angeles. À côté de chaque médicament, Bruce note des effets secondaires, une vision trouble, des acouphènes, des serrements de gorge, mais les doses augmentent. Le Dix-My 1973. Il écrit « Je ne me laisserai pas ralentir par la prudence. Je conduis mon corps comme un jeune général qui envoie ses soldats avant l'aube. » Les archivistes ont senti la métaphore traverser la pièce, ce qui a été trouvé dans la succession de Bruce Lee. Ce n'est pas bon pour ceux qui recherchent un arc héroïque bien défini. Le journal révèle un homme qui connaissait la ligne rouge, mais qui a gardé le pied sur l'accélérateur. Un passage déchirant adressé à Linda confesse « Si je meurs, pardonne-moi d'avoir choisi la vitesse plutôt que la durée. » Les rapports toxicologiques de l'autopsie confirment des traces élevées de niprobamate, correspondant à sa propre liste d'inventaire, presque gramme pour gramme, à la piste de l'argent et au motel. Si les écrits de privés ont humilié le mythe, les registres financiers ont révélé un choc différent. Bruce Lee est mort presque sans argent. Les relevés de redevances ont montré que les revenus du dragon coulaient à flot des mois après sa mort, alors que les dépenses quotidiennes ne cessaient de croître. 80% des salaires des films ont disparu dans les coûts de production, les factures médicales et les cadeaux aux étudiants en difficulté. Les archivistes s'attendaient à des biens luxueux. Au lieu de cela, ils ont trouvé un break Chevrolet de 1969. 2 projecteurs d'occasion et une hypothèque encore en cours sur Crane's Nest. Après le décès de Bruce, Raymond Chow, directeur du studio, a racheté la maison à Linda, puis l'a rapidement vendue à Yu Ponglin, philanthrope de Shenzhen, pour environ $1 million de Hong Kong. Yu avait l'intention d'honorer Lee avec un musée, mais les calculs touristiques n'ont pas abouti. Au début des années 80, des enseignes de motels en néon clignotaient à l'extérieur du 48 Cumberland Road, le hall d'entrée en marbre, où Chuck Norris attendait autrefois pour répéter, est devenu un bureau de réception proposant des chambres à l'heure. Des miroirs recouvrent les plafonds, des cloisons divisent l'ancienne chambre de Shannon en cabine de karaoké. Les visiteurs qui payaient pour avoir de l'intimité ne se doutaient pas qu'ils se prélassaient là où les exercices de Jeet Kune Do faisaient autrefois trembler le parquet. Les tabloïds locaux l'ont surnommé le Love Hotel of the Dragon, l'hôtel de l'amour du dragon. Un titre si vulgaire que Linda a refusé de le commenter. Ce que l'on a trouvé dans la propriété de Bruce Lee n'est pas bon pour tous ceux qui s'attendent à un respect posthume. Des photographies extraites d'un registre de sécurité abandonné montrent des matelas en forme de cœur, des silhouettes de couples dansant au néon et une fresque murale qui incorpore maladroitement l'emblème du dragon personnel de Bruce. Les registres révèlent que le motel était rentable. Yu a reversé les recettes à sa fondation caritative, exaucant ainsi le souhait de Bruce d'aider les plus démunis. Mais l'ironie de la situation n'a pas manqué de piquer les esprits. Les clubs de fans ont demandé aux autorités de Hong Kong d'intervenir. Mais les lois sur le zonage ont protégé les droits de propriété privée. En 2008, à la suite de pétitions internationales, Yu a annoncé la fermeture du motel, promettant la création d'un centre du patrimoine. La bureaucratie s'est restée bloquée, puis Yu est décédé en 2015, gelant à nouveau les projets. Parmi les caisses de Seattle se trouvait un dossier en papier étiqueté « Proposition de musée 2009-2013 », avec des plans montrant la restauration d'un nid de grue, des salles de conférence, des archives sur le Wing Chun et la voix de Linda guidant les visiteurs à travers une visite audio, des lettres de refus de conseils culturels municipaux, invoquant des déficits de financement, ont été accrochés au dossier. L'une des marges porte la supplique manuscrite de Linda « Ne laissez pas cet endroit devenir une plaisanterie ». Elle a souligné 2 fois « joke ». En 2019, des équipes de démolition sont arrivées, invoquant la dégradation de la structure. Les ouvriers ont récupéré une seule fenêtre circulaire, 4 cadres en teck et une mosaïque de grue que Bruce a installée lui-même.
Le reste a été détruit quelques jours plus tard. Le nid de la grue a cessé d'exister, remplacé par un club privé élégant dont le site web propose du yoga sur les toits et des brunchs fusion. Alors que les chapitres se refermaient, un conservateur a fait remarquer que si l'on parlait, on pourrait se demander comment un sanctuaire de la discipline a pu devenir un panneau d'affichage de l'indulgence. Aucune feuille de calcul ne pourrait jamais équilibrer ce déficit émotionnel. Lettres à travers le temps. Au fond de 2 caisses. Ils ont trouvé une boîte à lettres laquée scellée à la cire. Linda reconnut l'empreinte digitale de Bruce sur le sceau et hésita à le briser. À l'intérieur se trouvaient 23 lettres pliées, chacune adressée non pas à elle, mais à Brandon et Shannon, écrites entre novembre 1972 et juillet 1973. L'encre était devenue sépia, mais les mots étaient une empreinte de l'urgence paternelle. La première note de Bruce à Brandon commence par une plaisanterie sur le fait d'avoir perdu une course contre sa propre ombre, puis pivote sur le fait de s'entraîner à se vaincre soi-même, pas à vaincre ses adversaires. Les lettres étaient des plans d'entraînement chronologiques. Première semaine, exercices de jeu de jambes. 4e semaine, combattre les yeux bandés pour aiguiser l'ouïe. Mais entre les instructions, il y avait des aveux de vulnérabilité. Il avouait sa crainte que la célébrité ne lui fasse perdre du temps lors de ses séances d'entraînement dans son jardin. Il craignait que les médias ne transforment ses enfants en caricatures plutôt qu'en êtres humains. Dans une lettre datée d'avril 1973, il écrit « Combattez, mais ne combattez pas la célébrité ». La correspondance adressée à Shannon avait un rythme plus doux. Il a décrit l'équilibre en comparant les coups de pied tournants aux pirouettes, l'encourageant à danser tout en apprenant à esquiver. Il y a joint des pétales de frangipanier pressés provenant du jardin du nid de grue, en promettant qu'il fleurirait à nouveau lorsqu'elle serait adulte. Ce jardin, désormais pavé de carreaux de spa de boutique, s'est soudain senti présent dans l'air de l'entrepôt. Les linguistes qui ont étudié l'écriture ont remarqué de légers tremblements dans les traits de plume après mai 1973, ce qui correspond aux épisodes médicaux consignés dans le journal. Bruce parlait de vertige, mais les décrivait comme des difficultés respiratoires. Pourtant, sous l'optimisme se cachaient des courants fatalistes. « Je suis toujours avec toi, dans la force, dans l'amour, dans l'esprit. » Les chercheurs ont dit plus tard que c'était ce qui se rapprochait le plus d'un adieu. Les lettres se terminent au milieu d'une phrase, la dernière page étant vierge à l'exception de la salutation « Cher Brandon ». Les archivistes ont débattu de l'existence d'une autre feuille ou de l'épuisement. Quoi qu'il en soit, le silence a résonné plus fort que n'importe quel cri de kung-fu. La boîte de cire contenait également 8 polaroïdes jamais publiés. Bruce agenouillé à côté du premier sac de Brandon. Shannon perqué sur ses épaules lors d'une pause déjeuner sur un plateau de tournage. Linda riant alors qu'il ne parvenait pas à jongler avec des oranges. Ces images font fondre la distance entre l'icône et le parent. Mais elles accablent aussi le spectateur d'un regard rétrospectif. Ni Brandon ni Bruce n'atteindraient de la vieillesse. Linda a demandé que les lettres soient numérisées, mais qu'elles ne soient pas exposées au public. Le conseil d'administration a accepté, accordant à la famille des archives protégées par un mot de passe. Avant de refermer les originaux, elle a ajouté une nouvelle enveloppe intitulée « For Shannon's Children » pour les enfants de Shannon. Son contenu reste inconnu. Dans le journal de compte rendu de la soirée, le conservateur Jaden Gouillon a écrit « Ces pages transforment le bruit en silence. Je pensais qu'en ouvrant les caisses, on prendrait de la distance. Au lieu de cela, chaque artefact le rapproche. » L'équipe a réalisé qu'elle était l'intendante d'une conversation figée dans le temps et que son devoir était de protéger les voix qui ne pouvaient plus répondre à aucune question. Le nid de grue après le dragon? Pendant que l'équipe de Seattle se débattait avec des reliques intimes, une autre équipe a été envoyée à Hong Kong pour documenter le site lui-même. Ils sont arrivés à Kowloon Tong en s'attendant à de la nostalgie. Ils ont trouvé des décombres. La villa de 2 étages a disparu, remplacée par une clôture métallique drapée de bâches portant le nom d'un club privé qui ouvrira bientôt ses portes. Un gardien de chantier leur a fait signe de s'éloigner,
mais ils ont réussi à apercevoir le seul élément qui subsistait. Une fenêtre circulaire enveloppée de mousse protectrice, étiquetée en vue d'une future exposition. Les archives du South China Morning Post ont permis de combler les années manquantes. Dans un article de 2015, la journaliste Christine Servando a visité le Crane's Nest dans sa phase motel. L'article décrivait des carreaux de mosaïque en décomposition, des screws on vol, des queues balayant l'étang de Carp's Coy. Des miroirs recouvraient la plupart des murs intérieurs, grossissant chaque ampoule fluorescente pour l'éblouir. Les climatiseurs goûtent sur les parquets. Les chambres se louent par tranches de 3 heures. Les réceptionnistes proposaient des microphones de karaoké et des costumes de fantaisie en forme d'uniforme de kung-fu, à la mort de Yu Penglin. Les porte-paroles de la famille ont promis de réinventer la propriété pour en faire un centre d'études chinoises. Des esquisses architecturales proposaient des salles de classe où les enfants pourraient réciter des poèmes Tang sous la fresque de la grue restaurée de Bruce. Mais les dégâts causés par les termites et les infiltrations d'eau ont réduit à néant les budgets de restauration. En juillet 2019, des bulldozers tournaient au ralenti devant la porte d'entrée. Des manifestants se sont rassemblés, agitant des drapeaux jaunes de dragon et scandant des chants en faveur de la préservation. Pourtant, à l'aube, le mur sud s'était écroulé, ses pierres faites à la main s'écrasant en un amas qui se moquait de la signalétique patrimoniale. Sur place, Marcus Lau, consultant on patrimoine, a passé les débris au crible. Il en a extrait 4 cadres en teck que Bruce avait installés pour bénéficier d'un meilleur ensoleillement. Un couvercle de bocal portant des exercices de Wing Chun écrits à la main et un tesson de tuiles turquoise représentant la moitié d'une aile de grue. Ces fragments ont rejoint la cargaison de Seattle, dont le volume dépasse désormais la capacité de l'entrepôt. La démolition a soulevé des questions juridiques. Le Conseil consultatif des antiquités de Hong Kong a classé la villa dans la catégorie A de l'intérêt historique, alors que le rapport structurel du propriétaire la qualifiait d'insalubre. En réalité, la valeur du terrain a primé sur l'histoire. Le terrain, situé à proximité d'une zone scolaire d'élite, valait plus de 5 millions de dollars de Hong Kong. Une semaine plus tard, les brochures de marketing immobilier vantaient les mérites d'une retraite de bien-être exclusive imprégnée de vitalité culturelle, en omettant de préciser de quelle culture il s'agissait. De retour de l'autre côté du Pacifique, Linda regarde le carreau de grue récupéré à la lumière du musée. L'émail brille encore d'un vert marin, une couleur que Bruce a choisie pour évoquer le calme. Les spécialistes se demandent s'il faut l'intégrer dans une exposition itinérante ou l'encastrer dans une statue commémorative. Linda a chuchoté qu'il voulait un vol, pas un étalage. La file d'attente a forcé les conservateurs à faire une pause. Rendait-il hommage à Bruce Lee ou présentait-il le deuil comme un spectacle? La visite à Hong Kong s'est achevée par un balayage en réalité virtuelle du terrain vague dont les coordonnées ont été saisies en vue d'une future reconstruction. Les ingénieurs en informatique ont fusionné ce scan avec des films familiaux de 1972, construisant ainsi un modèle numérique où, du moins à l'intérieur d'un casque, le nid de la grue est toujours debout. Aucune simulation ne peut recréer l'odeur de jasmin qui se dégageait des séances d'entraînement de Bruce au crépuscule. Mais la visite virtuelle offre quelque chose, une chance pour les visiteurs de pénétrer dans un bureau et d'entendre le plancher craquer sous les pas, en réalisant à quel point la frontière est mince entre la mémoire et le marketing. Le commerce de l'immortalité. Une fois la poussière de la démolition retombée, une autre course s'engage. Les responsables des licences ont contacté Linda pour lui proposer de transformer l'image de Bruce Lee en NFT, en salle de sport à thème et en boissons énergisantes. Certains contrats sont de bon goût, d'autres frôlent de la parodie. La famille avait toujours concilié 2 objectifs, financer des programmes philanthropiques et préserver son intégrité. Désormais, chaque décision ressemble à une corde raide au-dessus d'une fosse de mêmes instantanés. Parmi les caisses, les archivistes ont découvert un projet de contrat datant de 1973 qui n'a jamais été signé.
Bruce négocie la propriété de son image pour une ligne de manuels d'autodéfense destinée aux enfants. Cela aurait été une première. Dans les années 70, la plupart des studios conservaient ces droits. Selon Carla Reese, avocate spécialisée dans le domaine du divertissement, ce document non signé est devenu une monnaie d'échange après sa mort. En l'absence d'attribution claire de la marque, des opportunistes ont apposé sa silhouette sur tout ce qui pouvait contenir un autocollant. Des t-shirts pirates sont apparus dans les semaines qui ont suivi ses funérailles. Des décennies plus tard, les baskets contrefaites ont inondé les sites de commerce électronique. Pour riposter, Linda et Shannon ont créé Bruce Lee Enterprises, qui regroupe les marques déposées et poursuit les contrefacteurs dans le monde entier. Les dossiers juridiques de la Caisse 12 révèlent des victoires contre de grands détaillants qui avaient vendu de l'eau de Cologne Dragon Power non autorisée. Pourtant, la bataille ne s'arrête jamais. L'Internet régénère les copies plus rapidement que les lettres de cessation et de désistement. Les conservateurs de musées s'inquiètent de la dilution. Plus Bruce apparaît sur des baguettes fantaisie, moins sa philosophie a de poids. Dr. Maeve Ortiz, professeur d'études culturelles consultant sur la succession, a plaidé pour une rareté contrôlée. Son plan recommande de ne diffuser qu'une poignée d'objets à la fois, chacun étant accompagné d'essais contextuels et de ressources en matière de santé mentale. L'objectif est subtil, faire passer le récit de la lutte à la connaissance de soi. À l'intérieur des archives, l'équipe a modélisé cette approche. Ils ont préparé un kit d'exposition contenant le carreau de la grue, une boucle de film de 8 mm montrant Bruce en train de pratiquer des perforations d'1 pouce, et l'entrée du journal du Dix-Mai, avec les numéros de dosage caviardés. Un spectateur verrait l'accomplissement à côté du coup, l'extase à côté de l'épuisement. L'héroïsme est un spectre. Peut-on lire dans le texte proposé pour le mur? Leur stratégie s'est heurtée au refus d'un nouvel acteur. Le club privé qui occupe désormais le 40 est un Cumberland Road. La direction a proposé d'organiser des galas exclusifs au cours desquels les VIP pourraient manipuler les accessoires originaux après avoir signé une décharge de responsabilité. La famille a refusé, invoquant une autre forme de responsabilité, l'érosion du sens lorsque des objets sacrés deviennent des curiosités à l'heure de l'apéritif. Cependant, la succession doit générer des revenus pour se préserver. Le stockage à température contrôlée, la numérisation et la sécurité ne sont pas bon marché. Après des mois de débats, les administrateurs ont donné leur feu vert à une collaboration avec une organisation caritative internationale spécialisée dans la santé mentale. Les revenus d'une édition limitée de lettres financeront des programmes d'aide aux jeunes, en accord direct avec la philosophie d'enseignement de Bruce. À l'entrepôt, une réunion à l'aube a permis de ratifier le plan. Les archivistes ont collé une note manuscrite sur la porte principale. Chaque objet ici doit aider quelqu'un à aller plus loin dans la vie. Le plus simple des énoncés de mission. Mais alors qu'il déverrouillait les caisses une fois de plus, cela ressemblait à une boussole suffisamment stable pour diriger l'écho du dragon. Après les chocs et les réponses, nous cherchons encore. 6 mois après l'ouverture de la première caisse, l'inventaire de la succession est terminé. 3416 objets, 22 heures de films inédits et 1,2 téraoctet de scans haute résolution. Pourtant, les conservateurs se sentaient encore plus éloignés de la certitude qu'au début. Les affaires de Bruce Lee n'ont pas mis de l'ordre dans sa légende. Ils l'ont compliqué, comme on ajoute des miroirs à un labyrinthe. L'intérêt du public a atteint son paroxysme lors d'une conférence de presse retransmise en 8 langues. Linda et Shannon sont assises à côté d'une vitrine contenant 3 objets symboliques. Le Speedball Fishery, la tuile en forme d'aile de grue et le journal de poche scellé à nouveau. Les journalistes ont demandé si le journal serait un jour publié dans son intégralité. Linda a répondu. La phrase a résonné ensemble. Pendant des décennies, la mémoire de Bruce a été fragmentée. Les fans, les universitaires, les magnats de l'économie, chacun tirant sur un morceau différent. Le domaine, nouvellement organisé, tentait de reconstituer la mosaïque. La semaine suivante,
Une coalition d'éducateurs de Hong Kong a annoncé l'octroi de bourses d'études financées par les recettes du livre de lettres. Les étudiants sélectionnés pour leur excellence dans les arts martiaux et leur service à la communauté passeraient un semestre à Seattle, où ils étudieraient non seulement le Jeet Kune Do, mais aussi la gestion du stress et la prévention des blessures. Dans ce mélange de programmes, la douleur passée de Bruce pourrait se traduire par une résilience future pour d'autres. Pendant ce temps, les techniciens de données finalisaient l'expérience VR. Parmi les premiers testeurs, des athlètes en fauteuil roulant se sont entraînés à donner des coups de poing virtuels d'1 pouce à côté de l'avatar de Bruce. Une participante, Espoir Paralympique, a déclaré que la session lui avait rappelé que l'adaptation est une question de maîtrise et non de compromis. Shannon a pleuré hors caméra, admettant plus tard que ce commentaire était plus important que n'importe quel record du box-office. Les administrateurs de la succession ont publié une base de données publiques d'objets non sensibles, invitant à une recherche participative. En l'espace de quelques jours, les utilisateurs ont établi un lien entre les Marginalia Philosophics de Bruce et d'obscurs textes de Tagore, révélant ainsi de nouvelles influences. Un autre utilisateur a identifié la marque de ruban adhésif médical que Bruce privilégiait. Aujourd'hui abandonné, ce qui a incité une entreprise spécialisée dans la médecine sportive à la reproduire à des fins de recherche. Pourtant, des mystères subsistent. Une bobine usagée étiquetée G, O, D, peut-être Game of Death, contient des séquences que personne n'a pu déchiffrer parce que l'émulsion est fusionnée. Les spécialistes espèrent que la séparation cryogénique permettra de récupérer des images. Et quelque part, peut-être encore caché derrière un panneau dans le bureau disparu de Crane's Nest, se trouve la dernière lettre manquante adressée à Brandon. Jusqu'à ce qu'elle fasse surface. Les phrases terminées au milieu de l'encre continuent de hanter. Lors de la dernière réunion interne du projet, le conservateur Marcus Law a répété les propres mots de Bruce, Be Water. Il a conclu que l'eau façonne son récipient, mais qu'elle érode aussi la pierre. Nos choix déterminent le rôle que nous jouons. L'équipe a voté pour que la plupart des documents médicaux soient conservés sous scellés pendant 50 ans. Afin de permettre une interprétation nuancée plutôt que de tomber dans le sensationnalisme. Les caisses sont à nouveau emballées, cette fois dans un blanc d'archives, et stockées dans une aile à température contrôlée du musée Wing Luke de Seattle. Les visiteurs pourront un jour parcourir des galeries construites à partir de ces histoires. Pour l'instant, la légende est à la fois plus grande et plus humaine. Ce n'est plus seulement une statue de bronze, mais une vie ressentie dans le sang, la sueur, l'encre et la fragile cellulose. Des secrets ont été révélés. Des vérités ont été livrées. Et oui, certaines de ces vérités sont mauvaises, mais la compréhension commence souvent par l'inconfort, et la guérison commence une fois que le couvercle est enfin refermé. Le dragon rugit, non pas de triomphe, mais de l'écho de la mortalité qui accompagne désormais chaque cri. Cet écho nous interpelle. La grandeur est possible, mais le prix à payer ne doit jamais être caché. Que pensez-vous des révélations personnelles trouvées dans la succession de Bruce Lee? Partagez vos idées dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour des explorations plus approfondies.